Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir ce matin sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de l'Argus de l'assurance. Donc l'Argus de l'assurance, j'espère que vous le savez déjà, mais ce sont, comme on peut le voir sur la J'ai un slide petit suivante. problème, j'ai un petit problème. Ah, Les pardon Marie. slides ne défilent pas. Ah, alors ça c'est embêtant. Ah, Essaye ça avec, y est. voilà, c'est bon, Ouais. merci. Donc voilà, plus de 2000 stagiaires formés en 2020 et tout autant d'ailleurs en 2021. 150 programmes de formation et 400 sessions de formation, organisées chaque année en présentiel ou à distance sur des thématiques variées, comme le risk management, la finance, la réglementation et la distribution. Et puis, bah, nouveauté depuis 2 ans, une plateforme 100% e-learning qui s'appelle Visa DDA et qui vous permet de remplir à votre rythme votre obligation de formation de 15 heures. Voilà, avec un certain nombre de modules qui sont actualisés tous les mois, dans lesquels vous pouvez aller piocher. C'est plus de 60 heures, je crois, maintenant de formation disponible, dans lesquelles vous pouvez aller piocher vos 15 heures et plus si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ce site. Il vous reste maintenant un mois, presque tout pile, pour remplir cette obligation de formation DDA. Donc voilà, allez-y, regardez et n'hésitez pas à nous interroger si vous avez des questions et si nous pouvons vous aider. Donc ce matin, nous allons faire un petit point à date sur la réforme du courtage. Alors, lancée en septembre 2018, cette réforme aura mis plus de 2 ans pour aboutir, puisque c'est le 1er avril dernier que le Sénat a définitivement adopté la proposition de loi. Nous espérions, Marie comme moi, que faisant ce webinaire le 30 novembre, les décrets d'application seraient présents et que nous pourrions du coup les décrypter avec vous. Ce n'est malheureusement pas le cas. Ils se font attendre, mais bon, il y a quand même des choses qui évoluent et Marie va nous en parler ce matin. Donc Marie anime à nos côtés maintenant depuis plusieurs années des formations pour l'Argus de l'assurance, mais aussi pour les journées du courtage ou encore Patrimonia. Elle a un DEA en droit, elle a fait l'ESSEC, elle a une expérience de plus de 20 ans comme directrice juridique ou conformité dans le milieu de la banque assurance. Et puis, bah, d'un point de vue pédagogique, elle est professeure en université au CNAM. Elle préside aujourd'hui son cabinet EOL Business. Elle conseille les entreprises et elle est aussi à ce titre formatrice professionnelle. Donc voilà, je vais pouvoir lui laisser la parole pour cette présentation. N'hésitez pas tout au long du webinaire à utiliser le petit module questions qui est symbolisé par un petit point d'interrogation à droite de votre écran a priori. Voilà, pour les poser au fil de l'eau et moi je lui relayerai en fin de webinaire et nous tâcherons d'y répondre ensemble. Donc Marie, je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure. Bon webinaire. Merci Laurence. Bonjour à tous. Donc, comme l'a très bien dit Laurence, nous sommes très en retard sur la mise en œuvre, si je puis dire, de la réforme du courtage. Alors, mise en œuvre, c'est une, entre guillemets, bien sûr, façon de parler, puisque on attend depuis, on va dire, au moins le mois d'octobre, les fameux décrets d'application. Et on n'a pas de nouvelles. On n'a pas de nouvelles à ce jour de ce qu'il en est. Ils sont entre guillemets bloqués. Alors peut-être que tout est débloqué au moment où je vous parle, je ne sais pas, hein, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais ils sont pour l'instant bloqués devant le Conseil d'État. Donc, je reviendrai sur cette thématique parce qu'on a quand même un petit peu de mal à comprendre parce que les délais se font de plus en plus serrés. D'ailleurs, la CPR, dans sa conférence de la semaine dernière, l'a dit, les délais se font serrer, mais elle n'a pas vraiment insisté sur les raisons de ces délais serrés et pourquoi ce texte reste bloqué depuis plusieurs semaines devant le Conseil d'État. Alors, on va revenir à nos fondamentaux. On va d'abord essayer de comprendre pourquoi cette réforme a été mise en place. Et puis après, on verra au fur et à mesure du déroulé les différents points importants à retenir, en tout cas de ce que dit la loi, puisque la loi, par contre, elle a été votée, et puis de ce que disent les projets, enfin notamment le projet de décret, hein, puisqu'on a le projet de décret, et puis on a un projet aussi d'arrêté. Mais donc on verra où on en est. Et puis malgré tout, les questions qui restent, malgré même le projet de décret, parce que il reste quand même des questions en suspens sur l'étendue exacte j'allais dire, des compétences ou pouvoirs des futures nouvelles associations. Alors d'abord, le pourquoi.
hein, parce que c'est toujours la question fondamentale, c'est pourquoi encore un texte? On est très fort pour créer des textes. Et donc, pourquoi ce nouveau texte qui arrive intitulé La réforme du courtage, après s'être appelé d'ailleurs l'autorégulation, on en parlera, et assez bizarrement d'ailleurs, alors que le texte s'appelle La réforme du courtage, encore une fois la semaine dernière, quand la CPR en a parlé, elle l'a traité sous la forme d'autorégulation. Donc, ce qui m'a un peu, j'allais dire, fait mal à l'oreille, parce que justement, on avait soi-disant dépassé ce niveau d'autorégulation. Alors, à la base, le projet de réforme vise à améliorer et mieux structurer l'accompagnement. Le mot est important, hein, le mot accompagner. L'accompagnement et bien sûr, là il y a un mot qui fait un peu plus mal, c'est le mot surveillance. Donc accompagnement et surveillance de ce milieu qu'on appelle le milieu du courtage. Alors pourquoi est-ce qu'il a été décidé d'améliorer l'accompagnement et la surveillance? D'abord parce que il y a eu différents constats qui ont été faits par la Direction générale du Trésor. Et parmi ces différents constats, qu'on va voir sur 2 slides, hein, il n'y a pas que ce slide-là, il y a, j'allais dire d'abord, une réglementation qui s'accroît. Alors là, elle s'accroît encore plus, hein, donc une réglementation qui s'accroît, mais sans cesse au fil du temps. Alors là, je n'ai noté que DIA, qui veut dire directive d'intermédiation en assurance, sachant quand même que la directive d'intermédiation en assurance, elle a plus de 10 ans maintenant, hein, mais que même si elle a plus de 10 ans, eh bien, elle n'est pas toujours encore totalement digérée, hein, par les différents intermédiaires en assurance, et que par conséquent, quand une nouvelle directive arrive, et là, effectivement, je vous ai noté la directive distribution, la DDA, quand la directive distribution arrive, on s'y perd un peu les pinceaux, pour certains, en se disant mais qu'est-ce qui relève de la DIA, qu'est-ce qui relève de la DDA, etc. Et donc on voit qu'on a quand même des textes divers et variés et nombreux, et qui viennent, j'allais dire, se superposer les uns aux autres. Et là, je n'ai pas parlé du RGPD, et là, je n'ai pas parlé de la lutte anti-blanchiment, etc., qui sont en plus des textes qui sont arrivés dans la foulée et en même temps, avec la lutte anti-blanchiment avec à chaque fois des directives nouvelles. Donc du coup, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour ce monde du courtage, où on peut avoir des structures qui sont petites, hein, et qui ont du mal à, j'allais dire, encaisser toutes ces et digérer toutes ces réglementations. Donc voilà, premier constat, une réglementation qui s'accroît. Le deuxième constat, c'est que à travers ces différentes réglementations, on voit qu'il y a des thématiques qui sont compliquées à mettre en place. La Direction générale du Trésor a cité, à titre d'exemple, la gouvernance produit. La gouvernance produit, c'est une des thématiques de la directive distribution en assurance. Et pour ne rien vous cacher, puisque comme Laurence l'a dit, je fais également des missions de conseil, il est vrai que cette thématique n'est pas toujours complètement comprise et mise en place et mise en œuvre, mais j'allais dire tant dans le monde du courtage que dans le monde des assurances elles-mêmes. Parce que même les procédures écrites que je peux voir chez des acteurs assureurs ne sont pas totalement, des fois, comprises, appréhendées et encore moins, j'allais dire, déclinées dans les conventions avec les courtiers. Donc, bon, en tout cas, ce point a été signé. Alors, la LCBFT également, pourquoi? Parce que il est clair que tous les produits d'assurance étant maintenant soumis même à une vigilance allégée, cela signifie pour le moins que il faut comprendre ce qu'est l'approche par les risques pour l'ensemble des métiers du courtage et mettre en place les dites vigilances. Et que ce n'est pas facile quand on est, encore une fois, une petite structure, de pouvoir contrôler l'ensemble des dispositifs LCBFT. D'une façon globale, la Direction générale du Trésor parle de cet écosystème qui est
est la conséquence de la mise en œuvre de Solvabilité 2, avec ce champ de responsabilité différent entre l'assureur et l'intermédiaire, hein, au sens global du terme. Et donc, tous ces constats nécessitent souvent un renforcement des équipes, hein, chez les courtiers, qui est souvent impossible, avec, j'allais dire, des toutes petites entreprises qui ne peuvent pas embaucher de responsables conformité. Se rajoute à ce point un paysage qui est quand même relativement complexe, encore plus en France qu'ailleurs, puisque j'ai la chance de pouvoir de temps en temps passer la frontière, puisque le statut de courtier grossiste est quand même un statut qui est assez spécifique à la France, et que du coup, on a donc des courtiers grossistes et ce que moi je vais appeler des courtiers fronteurs, et qui fait quoi entre le courtier grossiste et le courtier fronteur, donc toujours un champ de responsabilité à déterminer. Encore dans les nouveautés qui méritent, si je puis dire, accompagnement et surveillance, les nouveaux acteurs du numérique, avec ces courtiers qui ne fonctionnent qu'avec, j'allais dire, l'outil digital, full numérique, full digital. Et puis encore dans les constats, je le sais dans les constats, mais la réforme va pas changer grand-chose à ça, mais peu importe. En tout cas, ça faisait partie des éléments des constats de la DGT. C'est des incidents de marché liés à la commercialisation, à la distribution de contrats d'assurance construction, notamment avec des RC décennales, dommages ouvrages, de la RC médicale, etc., qui ont été vendus via des courtiers en LPS, libre prestation de services, et qui ont fait sortir des affaires dont la plus connue est l'affaire SFS. Alors, en conclusion, si je puis dire, en conclusion de tous ces constats, c'est on est dans un monde, quand on aborde le monde du courtage, où il y a 90% de toutes petites entreprises qui n'ont pas la possibilité de renforcer leurs équipes en interne, et que cette réforme est nécessaire pour accompagner ces petites entreprises par rapport à tout ce champ, si je puis dire, de réglementation nouveau qui s'impose à elles, mais également donc cet accompagnement, on va dire entre guillemets réglementaire, mais également un accompagnement ou une supervision de la distribution en général. Donc quand on parle de distribution, là on voit le schéma business et le schéma client, en se disant que tout ça en fait est fait pour améliorer la clientèle, enfin la protection de la clientèle. Alors il nous est quand même évoqué que si on accompagne les petites structures, via les fameuses associations, hein, puisque vous avez la réponse, j'allais dire, dès le début. Donc, si on met en place cette structure d'association qui va accompagner les petites structures, on éviterait les rapprochements et les concentrations de sociétés de courtage qui amèneraient à faire des énormes courtiers, hein, et que la finalité, au bout du bout, toujours dans cet aspect de protection de la clientèle, c'est de garder un niveau de granularité suffisant pour que dans toutes les communes de France, si je puis dire, on maintienne des courtiers comme on maintient une gare, on maintient une épicerie, etc. Enfin, c'est montrer qu'il faut quand même garder ce niveau de granularité au niveau national et donc s'occuper des petits. Hein, voilà un peu ce qui nous a été expliqué par la Direction générale du Trésor. Alors, c'est vrai que je reviens très rapidement sur l'histoire de la réforme parce qu'on a toujours cru que ça allait être un projet à avorter, en fait, puisque cette réforme qui s'appelait d'abord, et c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, l'autorégulation, à la base, hein, ça s'appelait l'autorégulation, en 2018, cette réforme d'autorégulation était initiée par la Direction générale du Trésor. Et elle avait été, comme je viens d'expliquer, avancée, cette nécessité de réforme avait été avancée comme une réforme structurelle qui d'ailleurs à la base n'était destinée qu'au monde de l'assurance, c'est-à-dire qu'aux courtiers en assurance. Et
Et on va voir que très rapidement, elle va être élargie aux courtiers en banque également. Donc la population va se retrouver, enfin je veux dire grimper en termes de volumétrie très rapidement, puisque si on rajoute, ce qu'on verra également tout à l'heure, les courtiers bancaires aux courtiers en assurance, on va avoir quand même une masse de personnes, j'allais dire, à devoir inscrire dans les associations. Et puis, ce fameux texte d'autorégulation a été stoppé net, cette réforme, par le Conseil constitutionnel en mai 2019 au motif du cavalier législatif inadapté, puisqu'il était passé par la loi Pacte, et la direction générale du Trésor avait déclaré d'ores et déjà poursuivre quand même les travaux, même s'il avait été stoppé le projet par le Conseil constitutionnel. Et là, on est passé par, excusez-moi, par une députée La République En Marche, donc sous forme de proposition de loi, et donc qui a été, alors là, ce qui a été assez extraordinaire, c'est que la proposition de loi est passée en urgence, en pleine période du Covid. Alors, on ne pensait pas encore une fois que ça allait pouvoir passer en procédure d'urgence, et malgré tout, donc ça a été adopté par les députés en procédure d'urgence, en deuxième lecture du Sénat, après une commission mixte paritaire, et donc adopté donc, le 1er avril avec une promulgation du texte au 8. C'est pour ça qu'on appelle la loi du 8 avril, et non pas du 1er avril, mais elle a été votée le 1er avril. Et donc, je vous ai mis, et c'est ça qui est relativement surprenant, parce que 8 avril, quand même, nous sommes, on va dire, le 1er décembre, on est 30 novembre, mais on est déjà début décembre, et le décret n'est toujours pas sorti. Alors, il est vrai que les travaux sur le décret ont été commencés, on va dire, en juin, pour ne pas dire juillet, puisque pour le coup, je suis assez proche de toutes les structures qui travaillent sur ces propositions de décret. Et en fait, il s'était donné à la base, j'allais dire l'été, pour faire une proposition sur laquelle toutes les parties pourraient être d'accord en septembre. Et c'est pour ça qu'on s'attendait à un décret qui soit publié, allez, si ce n'était pas début octobre, au moins autour du 15 octobre. Et 15 octobre, ok, ça prend du retard, on se dit un mois de retard, 15 novembre, mais vous voyez, on est le 30 et on n'a toujours pas d'informations sur le pourquoi, en tout cas sur le pourquoi, parce qu'il y a bien entendu un projet de décret sur lequel j'ai pu travailler, mais voilà, ce n'est qu'un projet, donc ça veut dire que ça ne sera peut-être pas le texte définitif. Ah, je rebloque, donc je ne sais pas pourquoi, voilà. Et il n'aime pas que je reste trop longtemps sur un slide. Alors donc, les raisons de la loi du 2021-402 du 8 avril 2021, c'est le numéro de la loi. Et donc, dans son introduction, la députée Valéria Faure-Muntian indique, l'introduction au rapport sur la nécessité de cette loi, la présente proposition de loi est issue d'importants travaux de réforme du secteur du courtage entrepris dès 2018. Donc, on retrouve bien, si je puis dire, l'histoire que je viens de vous narrer, donc entrepris dès 2018 par la Direction générale du Trésor. Elle poursuit un double objectif, un meilleur accompagnement des courtiers, donc on retrouve ce terme d'accompagnement, un meilleur accompagnement des courtiers dans leur appréhension des nouvelles mesures réglementaires, donc vous voyez tout ce que je vous ai annoncé, et des évolutions de leur profession, à l'instar des nouvelles technologies du numérique, encore une fois, et un meilleur contrôle. Alors là, le mot est annoncé. On parle d'accompagnement, mais également de contrôle. Ce terme pose problème, puisque normalement, le contrôle, c'est la CPR. Donc, on va voir qu'on a une problématique quand même autour de ce mot. Et un meilleur contrôle des exigences auxquelles sont soumis les professionnels du secteur. Le tout dans le but d'assurer au consommateur final un service de qualité et une sécurité accrue. Alors bon, c'est toujours bien enveloppé, puisque quand on termine un raisonnement en nous disant que c'est pour le consommateur final et pour lui assurer un service de qualité, on ne peut tous être que d'accord. Donc, pour l'instant, je veux dire, il y a zéro problème, bien qu'on voit qu'il y a des termes qui méritent quand même qu'on s'y attarde.
Alors, je ne vous ai mis qu'un slide sur le démarchage téléphonique parce que, contre toute attente, dans ce texte sur la réforme du courtage, est abordé, ça c'est la grande, je vais dire la grande interrogation de pourquoi avoir intégré dans le texte sur la réforme du courtage la réforme du démarchage téléphonique. Ça, c'est aussi un sujet, mais en tout cas, est abordée la réforme du démarchage qui concerne l'ensemble des distributeurs et pour le coup, qui ne concerne pas que les courtiers. Donc, vous voyez que quand je parle avec des assureurs et qu'on aborde le démarchage, je leur dis ça s'adresse à vous. Hein. Le texte est dans la réforme du courtage, mais ça s'adresse à tout le monde. Donc, il n'y a qu'un slide, donc ça ira assez rapidement. Néanmoins, il y a quelques points qui sont quand même importants à retenir. C'est la création d'un nouvel article. Donc, je rappelle, prise d'effet au 1er avril 2022. Donc, création d'un article L112-2.2 qui prévoit que tout distributeur, donc c'est bien le mot distributeur, hein, qui contacte téléphoniquement un souscripteur éventuel doit satisfaire à son obligation d'information précontractuelle, mettre fin à la conversation sans délai si le souscripteur n'est pas intéressé et s'abstenir de le contacter à nouveau. Alors, l'air de rien que ça, il faut déjà pouvoir le tracer, hein, parce que moi qui suis contactée téléphoniquement toutes les semaines, il m'arrive quand même d'être contactée 2 jours ou 3 jours de suite par les mêmes personnes. Donc, bon, c'est vrai que le texte ne s'applique pas encore, mais des fois, dans un énervement qui est pour moi totalement compréhensible, je leur dis, mais enfin, vous devez vous abstenir de me rappeler. Je vous ai dit que je n'étais pas intéressée. Donc, vous voyez que le fait de pouvoir tracer qu'on a déjà appelé un prospect mérite quand même qu'on s'attarde, hein, puisque s'abstenir de le contacter à nouveau. Alors, je vous ai indiqué maintien de la souscription en 2 temps. Pourquoi le mot maintien? Parce que pour ceux qui se sont intéressés au sujet, on avait un avis du CCSF, du Comité consultatif du secteur financier, qui avait, dans cet avis, déjà indiqué que le nouveau processus de démarchage téléphonique devait passer par une vente en 2 temps, à savoir un premier appel où le client dit qu'il est intéressé, l'envoi de l'information précontractuelle au dit client par mail ou par courrier selon ce que le client souhaite, et attendre au minimum 24 heures, puisque si c'est par courrier, c'est peut-être un peu plus longtemps, entre l'information, j'allais dire, entre la réception de l'information précontractuelle, donc la prise de connaissance par le client de l'information précontractuelle, et tout nouveau contact téléphonique pour finaliser la souscription. Donc, avec cette fameuse vente en 2 temps, hein, en partant du principe que tout est envoyé par fichier, on se dit il faut attendre au minimum 24 heures entre le premier contact et le deuxième contact. Donc, ça avait déjà été annoncé par le comité consultatif, mais bien entendu, ça ne faisait pas partie d'un article de loi. Maintenant, ça sera le L112-2.2. Alors, dans ce même article, on a un deuxième paragraphe qui précise que le souscripteur ne peut consentir au contrat qu'en le signant. Donc ça aussi, c'est important, puisque autrefois, je le rappelle, donc dans un temps pas si lointain, un accord téléphonique valait accord. Donc, c'est-à-dire que le consentement pouvait être obtenu par tout moyen et donc un oui par téléphone pouvait permettre à un professionnel de dire que le client était d'accord. Là, maintenant, dans ce fameux deuxième paragraphe, le grand 2, on nous dit que le souscripteur ne peut consentir au contrat qu'en le signant. Et donc, bien sûr, la signature, dans ce cas-là, ne peut être que manuscrite ou électronique, donc soit effectivement manuelle, soit électronique. On a un grand 3 qui nous dit qu'à la suite de la signature du contrat, le distributeur doit informer sans délai le souscripteur par écrit ou sur tout support durable de son engagement, des dates de conclusion et de la prise d'effet du contrat. Donc, non seulement il lui a envoyé l'information précontractuelle, il a obtenu son accord, mais il doit le repréciser hein, une fois qu'il a donné son accord et qu'il a signé, son engagement, les dates de conclusion et la date de prise d'effet. Le quatrième paragraphe, toujours du même article,
est aussi très contraignant puisqu'il va obliger les professionnels, donc distributeurs d'assurance, à conserver l'intégralité des communications téléphoniques pendant 2 ans. Et il est même précisé aux fins de contrôle. Donc, contrôle soit par la CPR, soit par la DGCCRF. Donc, c'est bien les 2 ans de conservation aux fins de contrôle. Alors, on a quand même eu des précisions parce que du coup, on ne savait pas exactement ce qui rentrait dans le cadre du démarchage téléphonique. Si chaque fois qu'on appelle un client, est-ce qu'on est dans un cadre de démarchage? Et on a eu des précisions sur le fait que on est vraiment dans le cadre de la prospection, hein, puisque si vous appelez un client qui est déjà en portefeuille pour lui proposer un nouveau contrat, eh bien, nous ne sommes pas dans le cadre de ce que la loi appelle le démarchage téléphonique, même si c'est pour un contrat que le client n'a pas en portefeuille. Donc, c'est la raison pour laquelle, en caractère très apparent, je vous ai précisé qu'il n'y a pas d'application des règles susvisées si le distributeur est lié au souscripteur par un contrat en cours et également si le souscripteur a sollicité l'appel. Par exemple, s'il est allé sur un site internet pour dire rappelez-moi entre midi et 12 et entre midi et 14h ou entre 18h et 20h, enfin voilà, il a fait cette démarche proactive de dire j'ai besoin d'être appelé, je suis intéressé par un contrat, eh bien nous ne sommes plus dans un cadre de démarchage puisque c'est le client qui attend, qui n'a pas été dérangé par un appel téléphonique, mais qui attend au contraire du professionnel de l'assurance qui le rappelle. Donc encore une fois, cette règle de démarchage ne s'applique pas si le souscripteur a sollicité l'appel ou si il a consenti à être appelé, c'est-à-dire que le contrat proposé l'intéresserait, conditionnel, mais il lui dit écoutez, j'ai absolument pas le temps de vous parler maintenant, rappelez-moi. Donc ça, il faut déjà garder le rappelez-moi. Et dans ces cas-là, bien entendu, nous ne sommes plus dans ce cas-là dans un cadre de démarchage. Voilà, j'en ai fini. C'est très court. Je vais revenir sur notre sujet de base qui est la réforme du courtage, mais j'étais obligée quand même de ne pas omettre le sujet du courtage qui est traité excusez-moi, d'omettre le sujet du démarchage qui est traité dans la réforme du courtage. Alors, si on prend l'exposé des motifs de la proposition de loi, on nous indique, pour nous annoncer la création d'associations professionnelles, hors le monde du courtage d'assurance et des IOBSP, donc des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, n'est historiquement pas aisé à contrôler. Vous voyez que ça commence hors le monde du courtage d'assurance et du courtage en banque, n'est historiquement pas facile à contrôler. En effet, les courtiers, comme les intermédiaires en banque, ne sont pas soumis, et là on a la réponse, ne sont pas soumis au contrôle permanent de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. En fait, pourquoi cette réforme? C'est que le monde du courtage n'est pas soumis au contrôle permanent de la CPR. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire que quand on parle de contrôle permanent de la CPR, ça veut dire qu'il y a des remontées d'informations obligatoires, annuelles, qui sont faites par certaines structures auprès de la CPR. Ces structures-là, qui, entre guillemets, bénéficient d'un contrôle permanent, sont les assureurs et les banques. Donc, les banques et les compagnies d'assurance remontent systématiquement, annuellement, des chiffres, des informations, notamment à travers un questionnaire qui s'appelle le QPC, le questionnaire protection de la clientèle, remontent donc des informations sur leurs chiffres, c'est-à-dire leur volumétrie de produits, la façon dont ils vendent, sur les processus, j'allais dire, de SI, de système d'information, sur, autre exemple, le taux de réclamation,
est-ce que les réclamations sont traitées dans les délais, est-ce qu'elles sont justifiées, est-ce qu'elles ne sont pas justifiées, enfin, etc. Sur la façon dont elles gèrent leur publicité, la mise en place de conventions, combien de publicités ont eu lieu, etc. Enfin, voilà, plein d'informations, hein, ce monde du contrôle permanent, sans compter les rapports annuels sur la lutte anti-blanchiment, etc. Donc, les dispositifs de lutte anti-blanchiment. Donc, on a ces deux grosses structures que sont les banques et les compagnies d'assurance qui sont sous contrôle permanent de l'autorité de contrôle prudentiel. Et on a ces fameux intermédiaires en assurance et en banque qui ne sont pas sous ce contrôle permanent de la CPR et dont on voit qu'ils sont nombreux. Les courtiers en banque, enfin les intermédiaires, là je vais parler d'intermédiaires avant de parler des courtiers, les intermédiaires en banque et les intermédiaires en assurance sont extrêmement nombreux. Et donc, dans son dernier rapport annuel, la CPR a relevé des dysfonctionnements en matière de conformité réglementaire, notamment en matière de commercialisation de contrats complémentaires santé ou de médiation, en allant contrôler ces intermédiaires. D'ailleurs, si vous allez sur le site de la CPR, dans l'onglet sanctions, vous voyez que sur l'année 2019-2020, c'est aussi la raison pour laquelle il y a la réforme du démarchage téléphonique, c'est que ce sont essentiellement des plateformes de démarchage téléphonique qui ont été sanctionnées. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle de dysfonctionnement avec non-application de l'information précontractuelle, non-application du devoir de conseil, etc. Donc, du coup, la CPR a bien conscience qu'il y a des dysfonctionnements. Donc, la question qu'elle se pose, elle se dit, vu le nombre, c'est-à-dire cette diversité d'acteurs qui sont intermédiaires, comment est-ce que moi, autorité de contrôle, je peux aller contrôler tout le monde? Je ne peux pas. Donc, il faut que je trouve un moyen, une forme de délégation, si je puis dire, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe chez ces acteurs-là. Et donc, toujours dans l'exposé des motifs, il est précisé par ailleurs les difficultés dues à certains acteurs en libre prestation de services ayant connu des difficultés financières ou des faillites et dont les contrats sont souvent distribués par des courtiers français, démontrent également un besoin de renforcer la vigilance et le contrôle des conditions de commercialisation des produits d'assurance, mais aussi l'encadrement de l'activité du courtage en général. Donc après, on refait référence encore une fois aux acteurs en LPS, mais on nous redit ce mot dont je vous ai, qui est quand même un peu choquant, c'est renforcement du contrôle, donc du mot contrôle, hein, lors de la commercialisation des produits d'assurance. Toujours dans cette introduction, enfin, il nous apparaît opportun d'aider les intermédiaires en assurance et en opération de banque à s'organiser et à se préparer à moyen terme pour faire face aux nouveaux défis de la distribution numérique. Mieux structurer, et là on a la solution qui va nous être apportée sur un plateau, si je puis dire, mieux structurer, mieux accompagner, ces professions seront mieux à même de faire face à ces évolutions via la création d'associations professionnelles à adhésion obligatoire agréées par la CPR. Donc vous voyez déjà, on a énormément de choses qui sont dites dans la réponse. Donc création d'associations professionnelles. On ne doit pas se poser la question de savoir si l'adhésion est obligatoire ou facultative à adhésion obligatoire. Et en plus, ces associations, on va voir elles devront être agréées par la CPR. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une sorte d'adoubement, hein, c'est ce qu'on va voir dans les slides qui vont suivre. Ces associations exerceront en outre leur mission de vérification et d'accompagnement dans des conditions d'indépendance et d'impartialité, mais c'est elles, en tant qu'association, qui seront contrôlées par la CPR. Donc, il est dit quelque part qu'on va transférer quelque part le contrôle de la CPR à des associations. Alors là, on dit vérification, accompagnement, et ces associations seront contrôlées. Donc, c'est effectivement dans la loi du 8 avril qu'on va voir arriver donc cette
obligation, hein, c'est pour ça que je mets, c'est bien la loi du 8 avril qui crée une obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée qui sera chargée du suivi de l'activité et de l'accompagnement de ses membres. Alors, on va dire que cette loi, ou que cette réforme, enfin, loi-réforme, parce que la réforme est plus globale que la loi, hein, puisqu'on attend d'autres textes, elle va tourner autour de 5 piliers, même si elle a différents objectifs. Donc, les objectifs, je les ai listés: protéger le consommateur, développer les courtiers en assurance en opération de banque. Quand on dit développer, c'est permettre quand même à des petites structures de continuer d'exercer, donc de pouvoir laisser le choix, si je puis dire, à des futurs courtiers d'opter pour cette profession. Donc, développer quand même des courtiers en assurance. Rappelez-vous quand je vous ai parlé de granularité. Donc, développer ces courtiers en les aidant, on retrouve le mot accompagner, hein, en les aidant à se structurer, à s'organiser, à se préparer à moyen terme pour faire face aux défis des nouveaux modes de distribution numérique. Mais également, donc, quels sont les objectifs de ce texte? C'est renforcer la connaissance de la CPR sur les intermédiaires, puisqu'elle dit, moi, comprenez-la de son point de vue, moi, j'ai des informations qui remontent tous les ans de l'acteur banque en général, de l'acteur compagnie d'assurance en général, mais j'ai rien de consolidé sur les acteurs intermédiaires, voilà. Et également, toujours dans ces principes, c'est toujours mieux encadrer les intervenants en LPS. Alors, les piliers, c'est quoi? Et qui vont être nos sujets les sujets que je vais traiter, c'est la médiation. Donc, un des sujets que les associations devront mettre en place, c'est la médiation. Les associations devront aussi s'occuper de la capacité professionnelle et de la formation continue, du contrôle des conditions d'accès, de l'accompagnement et de la vigilance en matière d'exercice de la profession. Donc, ça veut dire, est-ce que tous les aspects réglementaires sont bien connus par les acteurs? Et le cinquième pilier, c'est que les associations auront un pouvoir disciplinaire au sein même de chacune des associations et qu'elles pourront donc l'exercer. Ce qui veut dire que, bien entendu, elles vont devoir vous agréer hein, au moment où les acteurs vont devoir adhérer à une association, mais elles vont pouvoir également vous radier, hein, donc avec tous les effets d'une radiation de l'association. Donc, vous voyez qu'on a quand même 5 piliers qui sont extrêmement forts, je les répète. Les associations devront s'occuper de médiation, de capacité de formation professionnelle, du contrôle des conditions d'accès, de l'accompagnement et de la vigilance en matière de l'exercice réglementaire professionnel et bénéficieront d'un pouvoir disciplinaire. Je reviendrai sur chacun de ces thèmes. D'abord, qui est concerné, puisque parfois on parle d'intermédiaire et parfois et la loi s'appelle « Loi sur la réforme du courtage ». Alors, je répète un point qui est quand même important, c'est qu'on a en assurance, puisque là on est sur la règle de l'assurance, on a quand même 4 catégories d'intermédiaires en assurance, que sont les agents généraux d'assurance, les courtiers en assurance, les mandataires d'assurance et les MIA, les mandataires d'intermédiaires d'assurance. Il faut vraiment repartir de ces 4 catégories pour comprendre qui est concerné. Donc, sachant que côté banque, on a la même chose, hein, on a des mandats, alors il n'y a pas d'agents généraux, mais il y a des mandataires exclusifs, des mandataires non exclusifs, des courtiers et des MIO-BSP. Hein. Donc, on a, on va dire, un peu l'alter ego côté bancaire. Donc, on nous a parlé d'adhésion obligatoire. Donc, qui rentre dans le champ de cette fameuse adhésion obligatoire? Vont rentrer dans le champ de cette adhésion obligatoire les courtiers en assurance, que ce soit de personnes physiques ou qu'elles soient sous forme que les courtiers soient sous forme de sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage. Donc, on a les courtiers et là, on arrive à une autre notion et leur MIA, mandataire d'intermédiaire d'assurance.
Donc, le MIA, c'est la première délégation du courtier. Donc, si un courtier a délégué, il a délégué à une structure personne physique ou personne morale qui a donc la qualification de MIA et qui est inscrite à l'ORIAS sous la catégorie MIA. Donc, on appelle cette réforme la réforme du courtage, mais sont embarqués également les MIA de courtier. Donc voilà, il faut avoir cette vision qui est importante, hein, parce que comme tout ça va passer par des rédactions de conventions, ce ne seront pas que les courtiers, hein, mais des courtiers et leur MIA. Donc je vous ai mis, ça représente donc un champ suffisamment large pour inclure l'ensemble des courtiers en assurance immatriculés à l'ORIAS, soit dans le détail, les courtiers de proximité, les courtiers grossistes, les courtiers gestionnaires de patrimoine, les courtiers catégoriels de type assurance affinitaire ou encore les comparateurs d'assurance. Et bien entendu, je vous ai mis l'alter ego, donc l'autre population visée. Ce sont donc les courtiers en opération de banque et services de paiement et leurs mandataires, donc qu'on appelle les MIOBSP. Donc c'est exactement, c'est la même photo, hein, c'est le même parallélisme côté assurance et côté bancaire. Alors, on nous a beaucoup parlé, vous avez vu mon introduction très longue sur, oui, il y a eu des acteurs qui sont tombés en faillite, etc., en LPS, voilà, qui ont vendu des contrats d'assurance, construction d'assureurs roumains, polonais ou autres qui sont tombés en faillite. Et du coup, si ces courtiers avaient été mieux encadrés, on aurait pu les protéger les clients qui, au bout du bout, se retrouvaient avec des contrats d'assureurs qui n'exerçaient plus. Ouais, mais comme la réforme du courtage est une réforme uniquement française, elle n'émane pas d'une directive européenne, eh bien la France ne peut pas imposer à des acteurs qui exercent en France en LPS d'adhérer à une association professionnelle. Donc du coup, ne seront les acteurs en LPS n'auront donc qu'une possibilité d'adhérer, si je puis dire, facultative. Alors, moi, je pense qu'ils ne vont pas adhérer, ils ne vont pas aller se mettre dans ce carcan, alors que la députée Valéria Faure-Muntian dit mais si, ça sera bien qu'ils adhèrent, ça montrera qu'ils sont bien dans un cadre de protection de la clientèle, mais enfin, quand on n'est pas obligé d'adhérer, je ne vois pas en quoi le fait de ne pas adhérer démontrerait de la mauvaise foi de leur part. Enfin, bon, peu importe, on a quand même 7700 intervenants en LPS ou en LE, en libre établissement, sur le sol français, qui ne seront donc pas contraints d'adhérer à une association professionnelle. Donc, on a bien compris que l'obligation d'adhésion, c'était les courtiers en assurance et leur MIA, et les courtiers en banque et leur MIOBSP. Restent les exclusions, qui n'est pas concerné par la réforme du courtage. Alors, ne sont pas concernées les banques. Alors, c'est simple à comprendre, les banques peuvent pourtant être inscrites à l'ORIAS comme courtier ou comme MIA, mais ce n'est pas parce qu'on leur fait une fleur, c'est tout simplement qu'elles sont déjà sous le contrôle permanent de la CPR, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit que les deux structures qui étaient sous le contrôle permanent de la CPR, c'était les banques et les compagnies d'assurance, donc on ne va pas redemander en plus aux banques de donner des informations qu'elles donnent déjà à la CPR via des associations. Donc ce n'est pas une fleur, n'imaginez pas ça. Donc les banques sont hors champ de la réforme du courtage. Deuxième exclusion du champ de la réforme du courtage, les agents généraux d'assurance. Alors, les agents généraux d'assurance, là, c'est vrai que ça pourrait faire polémique. Bon, on va dire qu'ils ont un bon syndicat professionnel. Les agents généraux d'assurance ont été considérés comme hors champ parce que sous le contrôle de leur mandant, c'est-à-dire les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance, encore une fois, sont sous le contrôle permanent de la CPR. Donc, sous ce contrôle permanent, les entreprises d'assurance doivent contrôler leurs agents. Donc, par déduction, l'autorité de contrôle considère que les agents généraux sont sous le contrôle déjà de la CPR. Bon, c'est une vision, elle peut être discutable. En tout cas, maintenant, les décisions sont prises. Les agents généraux sont hors champ.
Et ce qui pourrait quand même choquer, mais c'est comme ça aussi, ça a été décidé, c'est que même un agent général qui exerce dans deux catégories, c'est-à-dire agent général et courtier, parce que souvent c'est le cas, c'est-à-dire que dans leur mandat, ils ont une possibilité d'avoir 10 ou 15% de leur activité en courtage accessoire, eh bien, même dans le cadre de leur courtage accessoire, ils restent hors champ. Donc ça peut être un peu choquant. Mais pourquoi? Alors, ce qui a encore été évoqué, c'est qu'en fait, ils exercent sous un même numéro et que par conséquent, on va dire que ça resterait globalement sous contrôle de l'entreprise. C'est comme ça. Par contre, une structure d'assurance où on aura un courtier et dans un autre département, la même personne qui serait agent général et courtier dans un autre département, avec deux numéros d'ORIAS, il serait obligé, dans ce cas-là, d'adhérer à l'association pour son entreprise de courtage. Donc, les exclusions, je répète, les banques, les agents généraux, les mandataires d'assurance. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mandataire d'assurance se rapproche de l'agent général, sauf qu'il n'est pas en exclusivité, donc il reçoit bien un mandat. Et donc, ça veut dire que les entreprises d'assurance qui travaillent avec des mandataires aujourd'hui doivent bien mettre dans le cadre de leur contrôle permanent leurs mandataires, parce qu'elles sont vraiment responsables de la commercialisation de leurs mandataires. Ce point est important parce qu'on est toujours dans un cadre de responsabilité. On ne laisse pas ces mandataires agir comme bon leur semble. L'entreprise mandante est responsable et doit donc les contrôler. Et puis côté bancaire, donc du coup j'ai repris exactement les mêmes mots. Donc les mandataires d'opérations de banque sont hors champ, qu'ils soient exclusifs ou non exclusifs. Alors en termes de chiffres, ça nous donne quoi? Ce sont donc, on a bien entendu pas les données chiffrées de l'ORIAS à fin décembre 2021 puisqu'on n'y est pas, donc on est obligé de s'appuyer sur les données de l'ORIAS à fin décembre 2020. Et quand on reprend, alors en plus, bon, il y a un petit travail d'affinage qui doit être fait, puisque le mot MIA, on peut être MIA de courtier, mais on peut être MIA aussi d'autres catégories. Donc, il y a vraiment un affinage qui doit être fait par l'ORIAS. Mais enfin, quand on regarde le nombre de personnes qui va globalement, encore une fois, ça peut être 38 000 ou ça peut être 41 000, il y a un affinage qui doit être fait, mais on va dire que globalement, entre le monde de la banque et le monde de l'assurance, on a environ 40 000 personnes qui seraient aujourd'hui concernées par la réforme du courtage. Quand je parle de personnes, c'est aussi bien des personnes physiques que des personnes morales, un peu des sociétés. Donc, on a environ 40 000 personnes inscrites à l'ORIAS qui seraient concernées. Donc, ça représente quand même du monde. Puis quand on va voir comme les associations, les futures associations professionnelles doivent avoir un taux de représentativité. Donc, vous voyez, c'est important de savoir ce que c'est que représentatif de combien. Donc, on est sur une base de 40 000 environ personnes. Alors, si on reprend un peu le processus qui va être le processus d'adhésion, et là, on va rentrer un peu dans le détail de la loi, que nous dit la loi côté intermédiaire en assurance. Donc, on va avoir un futur article qui est l'article L513-3 du Code des assurances qui nous dit, aux fins de leur immatriculation au registre ORIAS, je ne vais lire que les mots en jaune, raison pour lesquelles je les ai surlignés, les courtiers d'assurance et leurs mandataires, nos fameux MIA, adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l'activité et de l'accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d'accès et d'exercice. Donc, vous voyez, on revoit les piliers que je vous ai dit, vérifie les conditions d'accès et d'exercice de leur activité, ainsi que le respect de leurs exigences professionnelles, vous voyez les piliers, et organisationnels, et offre un service d'accompagnement et d'observation de l'activité des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques. Donc, on observe différentes thématiques qui sont en tout cas reprécisées
Donc, service de médiation, vérification d'accès et d'exercice, respect des exigences professionnelles, accompagnement, observation de l'activité et des pratiques professionnelles. Et on voit ce mot statistique notamment à l'aide de données statistiques. Donc, il va bien y avoir des chiffres qui vont être remontés aux fameuses associations professionnelles. Côté IOBSP, on a la même chose. Hein, donc, je vais pas vous faire l'affront de vous le dire parce que je suppose que comme on est sur une formation Argus de l'assurance, ce sont plutôt des intermédiaires en assurance ou des assureurs qui sont inscrits à la formation, mais on a exactement la même chose, c'est l'alter ego, mais au lieu que ça soit le futur article du Code des assurances, on est sur l'article 519-11 du Code monétaire et financier, et c'est exactement les mêmes choses, hein, avec la vérification des conditions d'accès, d'exercice, de l'exigence professionnelle, exactement pareil, alter ego. Alors, on a des questions qui demeurent en attente du décret. Même si le décret, je vous l'ai écrit dans les slides qui suivent, va nous donner quelques informations, mais comme on est sur un projet de décret, on ne sait pas si ce décret va être adopté tel que, hein, et en tout cas validé par le Conseil d'État. Alors déjà, on a ce début de phrase dans nos deux articles du Code des assurances ou du Code monétaire et financier qui commence par « aux fins de leur immatriculation à l'ORIAS ». Donc, le « aux fins de leur adhésion à l'ORIAS » ou immatriculation à l'ORIAS, ça veut dire quoi? Ça veut dire que auparavant, quand on voulait exercer l'activité de courtier, eh bien, on commençait par aller à l'ORIAS. On adhérait à l'ORIAS. Maintenant, quand on va vouloir exercer l'activité de courtier, eh bien, on va commencer par adhérer à l'association professionnelle. Donc, ce point, il est structurant. Ça veut dire qu'avant, on avait l'ORIAS, si je puis dire, et la CPR, qui étaient nos deux acteurs fondamentaux. Maintenant, on va avoir l'ORIAS, enfin, si je vais dans l'ordre, l'association professionnelle, l'ORIAS et la CPR. Donc, on a trois acteurs hein, qui vont chacun avoir un rôle à jouer, un champ de compétences. Donc ça, c'est un point structurant. Hein. D'ailleurs, dans la conférence, encore une fois, de la semaine dernière de la CPR, donc, où la CPR a parlé d'autorégulation du courtage en moins de 10 minutes et en ayant, je crois, à peine 5 slides, il est bien noté qu'il y avait trois acteurs avec trois champs de compétences. Hein. Donc, c'est quand même un point important. Mais comme cette réforme doit être mise en place à effet du 1er avril 2022, la question qui s'est posée tout de suite, c'est de dire qu'est-ce qui se passe au 1er avril? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, là, la CPR a répondu encore une fois la semaine dernière en disant très clairement, eh bien, pour les nouveaux, c'est-à-dire que pour les nouveaux courtiers en assurance et leur MIA, pour les nouveaux courtiers, à partir du mois d'avril, eh bien, ils devront adhérer, ils commenceront par adhérer à l'association professionnelle. Mais pour le stock, puisqu'en fait, les renouvellements d'adhésion à l'ORIAS se font en début d'année, janvier-février, donc du coup, il y a un décalage entre l'adhésion à l'ORIAS de tous les acteurs qui sont, excusez-moi de parler comme des contrats, mais en stock, hein, qui sont déjà inscrits à l'ORIAS et qui vont ne faire qu'un renouvellement, eh bien, en 2022, ceux qui sont déjà inscrits à l'ORIAS en 2021 vont donc se réinscrire tout à fait normalement à l'ORIAS en début d'année 2022. Et en fait, ils ne seront concernés par le fait de montrer à l'ORIAS leur adhésion qu'en début d'année 2023. Ce qui ne veut pas dire que pour eux, c'est reporté en 2023. Parce que pour montrer qu'ils ont adhéré, pour montrer à l'ORIAS en 2023, en début d'année 2023, qu'ils ont bien adhéré à une association professionnelle, il faudra bien qu'ils le fassent en 2022, même s'ils le font au dernier trimestre. Mais il faudra bien qu'ils montrent qu'ils ont une attestation d'adhésion de novembre 2022 pour adhérer en 2023. Donc, vous voyez, il y a quand même, on reste quand même sur l'année 2022. Hein. Mais donc, on a bien, si je puis dire, deux choses. Hein, c'est les nouveaux qui devront commencer, point 1 de leur activité, par adhérer à une association professionnelle, puis montrer à l'ORIAS qu'ils ont bien leur adhésion pour demander leur inscription à l'ORIAS. Et pour les autres, eh bien, on attendra 2023 pour montrer qu'ils ont bien adhéré à une association professionnelle
en 2022, puisqu'en fait, en général, les inscriptions à l'ORIAS se font en janvier. On revient sur le rôle. Le rôle des futures associations, c'est le suivi, l'accompagnement, la médiation, les vérifications des conditions d'accès et le respect des exigences professionnelles et organisationnelles. Et là, j'ai fait volontairement plein de points d'exclamation parce qu'on se demande si ce qu'elles doivent vérifier est vraiment dans leur champ, puisque nous allons y arriver. C'est quoi vérifier les exigences professionnelles et organisationnelles? Et surtout, c'est comment? Parce que derrière, il faut qu'il y ait des associations qui soient structurées en nombre, en SI, etc. Enfin voilà, donc c'est compliqué. C'est pour ça que je vous ai mis de quoi s'agit-il exactement. Elles doivent, si on reprend les termes de la loi, offrir un service d'accompagnement et d'observation de l'activité des pratiques commerciales. De quelles pratiques commerciales parle-t-on? C'est pareil. Vont-elles être libres de poser les questions qu'elles veulent, entre guillemets, ou vont-elles agir pour le compte de la CPR? Parce que dans le fameux QPC, le questionnaire protection de la clientèle, les questions sont connues et posées, même s'ils peuvent être revus. Là, est-ce que toutes les associations vont poser les mêmes questions, c'est-à-dire celles que la CPR voudrait qu'elles voient poser, ou est-ce qu'elles seront libres de poser les questions qu'elles veulent? Pour l'instant, je peux vous dire qu'on n'a pas de réponse. Alors, nous sommes très en retard, Marie. On va peut-être devoir accélérer un petit coup. Oui. Alors, donc, on a un futur article L513-4 qui mentionne que la demande d'adhésion à l'association professionnelle doit donner lieu à une réponse dans un délai maximal de 2 mois à compter de la réception par l'association d'un dossier complet. Alors, ceci, pour vous expliquer que quand je vous parle de délai serré, c'est qu'effectivement, d'abord, les associations aujourd'hui ne sont pas agréées, et qu'il faut qu'elles obtiennent un agrément. Ce qu'on va voir, c'est que la CPR a 3 mois pour agréer les futures associations professionnelles, mais une fois que l'association sera agréée et que les futurs candidats à l'association vont demander à adhérer, eh bien, l'association va devoir étudier leur candidature et ont 2 mois pour se prononcer. Donc, on rentre là dans un système de délai qui est extrêmement important, et sachant, et c'est ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que l'association peut, alors je pense que ça ne sera pas le cas au début, mais encore que, est-ce que quand la CPR a prononcé une sanction contre un courtier, est-ce que pour autant l'association peut après l'accepter? Ça, on ne sait pas non plus, mais l'association peut donc refuser une adhésion et motiver sa décision. Et si le courtier n'est pas content, c'est-à-dire n'est pas content avec la décision de refus qui aura été prononcée par l'association, eh bien, il ne va pas faire un recours devant le Conseil d'État, il ne va pas faire un recours devant la CPR, il ne peut faire un recours que devant les tribunaux judiciaires. Donc, vous voyez que la durée du recours va prendre un certain temps. En cas de refus d'adhésion prononcé par l'association, l'association peut également en informer la CPR. Donc voilà, on a je vais dire, une panoplie de règles qui vont être relatives, si je puis dire, aux associations elles-mêmes, aux délais dans lesquels elles doivent prononcer leur accord sur une adhésion, mais également éventuellement le retrait d'une adhésion, puisqu'elles peuvent effectivement prononcer des sanctions en cours, j'allais dire, de mandat. Donc, elles vont devoir donc établir un rapport annuel d'activité sur leurs membres de façon agrégée. Alors, pourquoi de façon agrégée? Afin que, bien entendu, on ne reconnaisse pas les volumétries d'activité des uns ou des autres. Donc, l'idée, c'est que ça soit fait de façon agrégée, puisque ce sont des données qui restent quand même des données confidentielles et qui vont passer par le truchement d'une association. Alors que les fameuses données confidentielles qui sont sous le contrôle permanent de la CPR, que sont les données des banques ou des compagnies d'assurance, remontent en direct auprès de l'autorité de contrôle. Donc, comme je vous l'ai dit, une association peut mettre fin à l'adhésion d'un de ses membres, soit à sa demande, soit parce qu'il aura manqué à ses obligations. Et donc, tout ce que je viens de vous dire est noté à l'article L513-6 donc du futur code des assurances. Alors,
qu'est-ce qu'elles doivent vérifier? Et c'est là qu'on va rentrer un peu dans le détail. Elles doivent vérifier, en tout cas, on leur a mis dans leur champ, et là, nous sommes sur ce qu'il est prévu. Vous voyez, ce sont des articles du futur projet de décret. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous avons que des R513-11, R513-12, R513-13, etc. Donc, pour l'instant, je ne sais pas si ce décret-là sera le décret définitif, mais on voit qu'on leur demande d'agir sur l'honorabilité, la capacité, la RC Pro, etc. et la formation continue. Donc, je ne vais pas vous lire les articles, hein, je vais juste vous dire globalement de quoi il est question. Jusqu'à présent, que contrôlait l'ORIAS? L'ORIAS contrôlait l'honorabilité, la capacité professionnelle des dirigeants, c'est-à-dire de la personne physique ou de la personne morale que représentait la société de courtage. Mais l'ORIAS ne contrôlait pas l'honorabilité et la capacité professionnelle, ni la formation continue, d'ailleurs, des salariés. Là, nous sommes sur les salariés de sociétés de courtage ou de MIA. Et donc, on rentre dans une finesse, hein, mais c'est normal en même temps que les salariés de sociétés de courtage soient honorables, c'est-à-dire n'aient pas été condamnés, et est un niveau de capacité qui est prévu dans le Code des assurances et qui a été contrôlé. Et jusqu'à présent, j'allais dire, personne d'autre que le DRH ou la CPR ne contrôlait ces niveaux. Aujourd'hui, il est demandé aux futures associations professionnelles de contrôler que l'honorabilité de l'ensemble des salariés commerciaux et de leur capacité professionnelle et de la formation continue de 15 heures a bien été fait, exécuté par les sociétés de courtage. Il est également demandé aux futures associations professionnelles de vérifier la garantie financière, et ça c'est aussi un sujet. Pourquoi? Parce que ce qu'il est prévu et ce que l'ORIAS vérifie, c'est que les associations de courtiers, que les courtiers aient bien une RC Pro qui corresponde au montant minimum prévu par le Code des assurances. Mais l'ORIAS ne vérifie pas l'adéquation du chiffre d'affaires avec le montant de la RC Pro. Donc, du coup, il est demandé aux associations professionnelles de vérifier ce montant, c'est-à-dire de vérifier que le montant pour lequel la RC Pro a été produite correspond au montant qu'il aurait fallu par rapport au chiffre d'affaires. Donc là, les futures associations professionnelles ne sont absolument pas d'accord en disant clairement, eh ben non, ce n'est pas dans notre rôle, c'est le rôle de l'assureur de vérifier qu'il a bien pris garantie sur un montant de chiffre d'affaires que le courtier lui a montré, et ce n'est pas aux associations professionnelles de faire ce travail. Idem pour la formation continue, on a des sujets sur la formation continue puisque le décret prévoit même que les futures associations doivent vérifier le contenu des formations continues pour voir si elles sont valables. Et les futures associations disent mais ce n'est pas notre travail, on vérifie qu'ils ont eu leurs 15 heures, mais on ne vérifie pas le contenu. Donc vous voyez qu'on a, quand on rentre dans un niveau de granularité assez fin, on voit qu'il y a vraiment des questions qui méritent encore d'être posées. Est-ce que c'est la raison pour laquelle le texte n'est pas sorti? Mais c'est possible. Alors, les associations, quant à elles, doivent être agréées. On parle d'associations représentatives et on a parlé d'un chiffre de 10% pour être représenté. D'ailleurs, la CPR va le confirmer en disant qu'il faudra bien 10% pour être représentatif. Et donc, des questions, encore une fois, qui sont en suspens, comme par exemple le rapport écrit, les chiffres consolidés, quelles sont les typologies de recommandations que les associations devront faire à leurs membres, avec en plus un débat sur le terme de recommandation qui est un terme qui est utilisé par la CPR elle-même. Bon, voilà, on a des sujets, et avec un sujet qui est surtout le sujet du droit et de la légalité de ce que le futur texte demande en fait aux associations de réaliser, puisqu'en fait, nous ne sommes pas aujourd'hui dans une reproduction à l'identique des associations professionnelles existantes pour les CIF, c'est-à-dire les conseillers en investissement financier, parce que les
les CIF sont sous contrôle AMF. Or, l'AMF est une autorité administrative indépendante qui dispose d'une faculté de déléguer ses compétences aux associations professionnelles. Or, la CPR n'est pas une autorité administrative indépendante et ne dispose pas de tels pouvoirs. Et elle n'a donc pas la possibilité de déléguer son pouvoir de contrôle. Donc, on a un sujet, on ne peut pas faire exactement la même chose que l'AMF vis-à-vis des conseillers en investissement financier. Et pourtant, on a l'impression que ce que voudrait la CPR, c'est faire exactement un copier-coller. Alors, certaines précisions ont été apportées par la CPR sur la procédure d'agrément des futures associations. Ces précisions ont été apportées dans des supports slides que vous pouvez trouver sur le site de la CPR qui sont en date du 29 septembre 2021. Il y est précisé des choses tant sur la procédure d'agrément prévue par la CPR, enfin, sur le contenu du dossier d'agrément, que les conditions d'accès, la formation, les moyens professionnels, matériels et humains. On peut y lire que la CPR a prévu un guide d'accompagnement sur les informations à fournir qui sera mis en ligne sur le site de la CPR, que la CPR, au vu des éléments du dossier, verra si l'association satisfait aux conditions prévues, qu'elle doit statuer, ce que je vous ai dit, dans un délai de 3 mois à compter de la réception d'un dossier complet, qu'elle notifiera donc sa décision à l'association et qu'à partir du moment où l'association aura fait une demande d'agrément, si la CPR n'a pas répondu dans les 3 mois, le défaut de réponse vaudra acceptation. Si l'association demande un agrément en banque et en assurance, eh bien, il faudra déposer 2 dossiers distincts, et donc 2 dépôts, puisqu'elle pourrait obtenir éventuellement un agrément pour l'activité banque et pas pour l'activité assurance, ou etc. En tout cas, c'est vraiment 2 dossiers qu'il faudra déposer. Et une fois agréée, l'association professionnelle se doit bien sûr d'informer sans délai la CPR de toutes les modifications des informations qui concernent cette association et qui pourraient avoir des conséquences sur son agrément en tant que tel. Alors, toujours dans les précisions que la CPR a apportées, l'association professionnelle doit justifier d'un critère de représentativité. Donc là, c'est clairement dit par la CPR en parlant d'un nombre d'adhérents à jour de leur cotisation représentant au moins 10% du nombre total des professionnels tenus à l'obligation d'adhésion. Vous voyez que c'était important d'avoir la base de 40 000 pour savoir quel était le critère des 10%. Donc, pour être considéré comme une association professionnelle agréée, il faut avoir 10% du nombre total des professionnels à jour de leur cotisation. Et la CPR a fixé 5% de ce même total lorsque l'association est par ailleurs déjà reconnue comme représentative. Et là, pourquoi? Parce que, bien entendu, les associations déjà existantes de CIF, de conseillers en investissement financier, se portent déjà volontaires pour élargir leur champ de compétences aussi aux associations, j'allais dire au domaine de la banque et de l'assurance. Et comme elles ont déjà un nombre d'adhérents représentatifs, on leur a baissé à 5% pour ces associations déjà existantes. Si l'association, au moment où elle va déposer sa demande d'agrément à la CPR, n'a pas encore les 10%, bien sûr, parce que nous sommes dans un phénomène évolutif, eh bien, l'association devra soumettre à la CPR un plan opérationnel afin d'atteindre ce critère à l'issue d'une période de 2 ans, avec un objectif chiffré à l'issue d'une période d'1 an, c'est-à-dire qu'on va faire des états des lieux, si je puis dire, programmés. Donc là, bon, je vous ai mis, mais comme effectivement, je dois m'arrêter d'ici 5 minutes pour vous laisser la parole, s'il y a des questions, je vous ai mis des, entre guillemets, contraintes, en tout cas des règles de fonctionnement qui doivent être prévues par les futures associations, notamment en termes de règles de gouvernance, puisque l'association devra bien entendu bénéficier, enfin écrire un règlement intérieur, devra mettre du personnel dédié, qui seront donc du personnel dédié à l'association, donc devra avoir des salariés, devra avoir
un système d'information qui devra être performant et qui devra être soumis, bien entendu, au secret professionnel, et le SI et le personnel. Tout ça devra être écrit à travers des procédures qui doivent être clairement exposées à la CPR, enfin, etc. Donc tout ça est écrit hein, dans le projet de décret, avec bien entendu, je le rappelle, hein, les mesures disciplinaires hein, que l'association pourra mettre en œuvre à l'encontre de ses adhérents. L'association également devra adopter des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d'intérêts et porter à la connaissance de l'autorité de contrôle prudentiel ainsi que de ses adhérents les liens de toute nature, notamment capitalistiques ou commerciaux, ainsi que les mandats exercés à titre bénévole existant entre les membres de ces organes de gouvernance et les distributeurs d'assurance, etc. Et les organismes de formation, puisqu'elles doivent valider les formations, elles ne doivent pas être en conflit d'intérêts avec des organismes qu'elles recommanderaient elles-mêmes. Donc vous voyez que la création d'associations, c'est quand même pas non plus l'évidence totale. Alors, donc, on voit bien que il va falloir adhérer à une association, que cette association a un certain travail à faire et que par conséquent, il va falloir cotiser. Et le tarif, ça veut dire que c'est aussi des frais supplémentaires pour les adhérents, hein, donc pour les futurs, pour les courtiers existants et pour les MIA et pour les futurs courtiers aussi. Donc, on a mis, mais alors en fonction de critères qui sont déjà les critères de ce que paient aujourd'hui les adhérents aux associations de CIF, en montant qu'une cotisation devrait être autour de 300 à 500 €, sans savoir s'il y aura des réductions faites quand on est multi-adhérent, si on est conseiller en investissement financier, courtier en assurance et courtier en banque, ce qui est le cas d'un certain nombre d'acteurs. Alors, quelles sont les associations qui sont, j'allais dire, prévues, enfin en tout cas qui sont dans les starting blocks? On a déjà les 4 associations professionnelles existantes que sont les 4 existantes, ANACOFI, CNCGP, CGPI, CNCEF. Elles existent déjà puisque ce sont des associations de CIF. Et puis, se sont positionnées Planète CSCA, APIC, AFIB, Association française des intermédiaires en banque, mais je vous ai mis, et derrière il y a l'article qui est paru il y a une dizaine de jours, où on nous apprend, l'article de l'Argus, que donc, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du courtage, Planète CSCA, l'APIC et le GCAB, c'est-à-dire le groupement des comparateurs en assurance et en banque, s'associent au sein d'une association professionnelle commune dédiée à l'autorégulation. Donc ces 3 acteurs se mettent ensemble pour pouvoir être une future association où adhéreraient les courtiers, hein, parce que Planète CSCA, c'est quand même un certain nombre de courtiers, mais également les membres les intermédiaires en banque, l'APIC, c'est Meilleur Taux, Empruntis, etc., et les comparateurs. Alors, le rôle de l'association, tout à l'heure, je vous disais offrir un service de médiation, c'est donc mettre à disposition de l'ensemble de ses adhérents un médiateur. La vérification des conditions d'accès, d'exercice et le respect des exigences professionnelles, c'est vérifier l'honorabilité et la capacité de tous les collaborateurs. Alors, par quels moyens? On pense que c'est fournir annuellement une liste nominative du personnel avec des descriptions de postes, avec également un suivi de la formation continue. Donc l'association se devra de vérifier le contenu des formations et vérifier si le contenu est adapté au poste occupé, vérifier la RC Pro et la garantie financière. Donc je vous en ai déjà parlé avec les montants, hein, vérifier en fonction du chiffre d'affaires, des encaissements, etc. Et cela pourrait être fait, j'allais dire, sous forme déclarative tous les ans, avec un contrôle sur pièce plus poussé tous les 5 ans. Idem s'agissant de l'accompagnement et de l'observation de l'activité des pratiques professionnelles, devra donc être mis en place un accompagnement personnalisé si nécessaire, avec la mise à disposition d'informations relatives à la réglementation pour l'ensemble des adhérents et des enquêtes statistiques, puisque je vous reprécise
que dans le texte, il est prévu que tout membre fournit annuellement à l'association des données relatives à l'organisation de son activité de distribution, à ses effectifs, aux produits distribués, à la répartition de la clientèle entre particuliers et professionnels, ainsi qu'aux fournisseurs des produits. L'association va donc recueillir ces éléments et les tenir à disposition de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Si un adhérent n'est pas conforme, eh bien, la commission disciplinaire de l'association peut prononcer le retrait de la qualité de membre. Ce retrait de la qualité de membre sera notifié tant à la CPR qu'à l'ORIAS. Et donc, bien entendu, si on n'a plus la qualité de membre, ben, l'ORIAS va vous radier, hein, sauf à, dans un délai de 2 mois, vite, si je puis dire, retrouver une adhésion au sein d'une nouvelle association. Voilà, alors je vous ai mis les questions qui étaient toujours en cours. Donc une mise en garde sur la nature et la précision des informations remontées à la CPR avec un vrai risque de télescopage avec les articles de la DDA dont je vous ai parlé qui empêchent la délégation de mission de la CPR. On a un flou sur la frontière entre les informations nécessaires et le secret des affaires. On a toujours des interrogations sur les contrôles portant sur la formation, avec des attentes de précision sur la nature de ces contrôles. Encore une fois, hein, c'est le degré de granularité. De plus, il n'est bien évidemment pas question que les associations soient jugées parties et qu'elles proposent et vendent donc des programmes de formation. Sur les contrôles et les conditions de RC Pro et de garantie financière, les futures associations rappellent que c'est de la responsabilité de l'assureur qui valide les contrats d'effectuer les contrôles et non aux associations. Des questions toujours en suspens sur quid du conflit si désaccord entre l'adhérent et l'association, quid des responsabilités de l'association si le contrat, notamment le contrat RC, n'est pas cohérent, quid sur la constitution de la gouvernance, des mandats de représentants légaux, etc. Il n'y a aucune précision en cas de refus de la CPR, en cas d'éviction, de défaillance, de durée de mandat, enfin, etc. Et en fait, l'association doit proposer un budget et comme elle ne sait pas encore exactement ce qui rentre dans son champ d'intervention, et bien du coup, on a des lourdeurs et des incertitudes sur la mise en place d'un budget prévisionnel. Voilà, j'en ai fini. Donc, je vous ai mis juste en dernier slide le résumé, à savoir les seules choses dont nous sommes certains, à savoir que les associations donc, doivent être agréées par la CPR, que les établissements de crédit, les sociétés de financement, les sociétés de gestion de portefeuille, etc., les agents généraux, les mandataires ne sont pas concernés par cette adhésion obligatoire, que pour les courtiers en LPS et en libre établissement, l'adhésion est facultative, que pour s'immatriculer à l'ORIAS dans le futur, les intermédiaires concernés devront donc adhérer à une association, que l'adhésion est donc obligatoire, que les associations ont 2 mois pour répondre à une demande d'adhésion et doivent motiver, le cas échéant, leur refus, et que les candidats ont la possibilité d'exercer un recours devant un recours judiciaire en cas de refus, que les représentants, les administrateurs et les personnels des associations sont soumis au secret professionnel qui est bien entendu pas opposable à la CPR, à l'ORIAS et aux autorités judiciaires, et que les associations n'ont pas de mission de contrôle sur leurs adhérents. Elles peuvent cependant radier un membre qui ne respecterait pas les engagements les engagements liés à son engagement, c'est moche, mais enfin, vous avez compris l'idée, les engagements liés à l'adhésion, hein, c'est-à-dire au respect des conditions d'adhésion à l'association. Voilà, je suis totalement disponible pour vos questions. Merci beaucoup, Marie. Vous avez été, comme toujours, exhaustive et très claire dans votre propos. Donc voilà, on ne pourra peut-être pas. Il y a surtout beaucoup de questions qui sont apparues au fil de l'eau et auxquelles vous avez répondu, vous, au fil de la présentation. Donc je ne vais pas forcément vous les reposer. Par contre, alors moi j'ai peut-être loupé des trucs aussi, mais il y a une question sur les intermédiaires comme Darty, les opticiens, Fnac ou autres, qui proposent des assurances sans être courtiers. Est-ce qu'on a abordé ce point-là et leur potentielle exclusion de la réforme du courtage? Alors, en théorie, ils sont exclus de la réforme du courtage.
En Mhm. théorie, parce qu'ils sont sur un cadre d'assurance dit affinitaire pour lesquels ils seraient exclus. D'accord. Mais ça mérite encore des précisions, hein. Donc, comme vous avez vu, il y a beaucoup d'incertitudes. Normalement, ils sont courtiers ou mandataires. Donc, ça dépendra peut-être du statut. Ouais. C'est vrai qu'on n'est pas rentré dans ce niveau de granularité. C'est d'ailleurs une excellente question parce que c'est souvent par des, enfin, j'allais dire, les mauvaises ventes se font aussi souvent par des gens qui n'ont pas eu la formation correspondante. Absolument. Et donc, bah, écoutez, je vais dire qu'on attend des précisions, mais c'est vrai que Ouais. s'ils sont mandataires, parce que des fois on a des surprises, hein, il y a beaucoup de mandataires, s'ils Mhm. sont mandataires parce qu'ils ne vendent qu'un produit dédié, du coup ils vont être exclus. Mais ce qui Ouais. voudra dire que la responsabilité de la vente qui sera effectuée par ces mandataires devra être faite par l'assureur. Alors ça, souvent, l'assureur, il n'avait pas compris qu'il était responsable de leur vente. Donc ça veut dire que quelque part, il devra vérifier qu'ils ont au moins, alors ils ne sont pas assujettis à la formation de 15 heures hein, parce qu'ils sont en affinitaire, mais ils doivent Ouais. avoir une Mhm. formation d'une durée raisonnable. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a quand même un minimum qui devrait être contrôlé par l'assureur. D'accord. Alors, sur toujours l'adhésion à une association, on nous demande si les MIA doivent adhérer individuellement à l'association professionnelle ou si un courtier qui a effectivement un réseau peut adhérer collectivement pour eux et prendre en charge le coût de cette adhésion. Alors là, on arrive dans des niveaux de, c'est des questions hyper, enfin, un niveau de granularité sincèrement, je n'ai pas les réponses. D'accord. Si je regarde ce qui se faisait à l'ORIAS, euh, on pouvait toujours agir pour le compte d'eux. Hein. Donc, effectivement, on peut imaginer, en soi, on peut imaginer qu'un courtier, les deux sont possibles. Soit un MIA s'inscrit individuellement, zéro problème, c'est prévu comme ça. Mhm. Soit un courtier peut dire, bah voilà, je m'inscris et j'inscris l'ensemble des MIA qui travaillent pour moi, pourquoi pas. Après, il peut inscrire l'ensemble des MIA et récupérer, j'allais dire, le montant de sa cotisation. Parce que là, il y a deux Oui. questions dans une. C'est-à-dire, et payer pour, j'allais dire, comme je ne connais pas le tarif de l'adhésion, j'en sais rien. Je ne sais pas si le courtier va prendre en charge l'adhésion de l'ensemble des CMIA. Mais après tout, j'allais dire, les conventions sont le droit des parties. Si le courtier veut payer pour ses MIA, du moment que les MIA sont inscrits, ils sont inscrits. Donc, pourquoi pas? Je veux dire, moi, je n'y vois à titre personnel, il n'y a pas de sujet. Je dis juste que je ne sais pas. Enfin, voilà, mais tout est possible. Oui, pourquoi pas? Alors, toujours par rapport à cette adhésion, à cette obligation d'adhésion, on nous demande si les intermédiaires d'assurance à titre accessoire Ben, c'est ce sont dont on également parlait sur les obligation. affinités. Ouais, ben, c'est un peu la même question. Hein. La Ouais. FNAC, Darty, l'agence de voyage, etc. Ce sont des intermédiaires à titre accessoire. Donc, alors j'allais dire, globalement, les intermédiaires à titre accessoire rentrent dans le champ. Hein. S'ils sont courtiers ou MIA, donc normalement, ils rentrent dans le champ. Hmm. Qui n'a pas été, le niveau de granularité qui n'a pas été vu, parce qu'en fait, pour faire simple, on dit que un certain nombre d'obligations de la directive distribution ne s'appliquent pas aux accessoires lorsque le montant de la prime est inférieur à 600 euros ou lorsque sur des petits contrats inférieurs à 300 euros, le montant de la prime est inférieur à 200 euros. Donc, il y a moins d'informations, pas de conseils obligatoirement écrits. Enfin, moins de cette structuration n'est pas mise en place. Mais là, on est sur l'adhésion à une organisation professionnelle. On ne les a pas exclus du champ spontanément, hein, puisque spontanément, ce n'est pas le fait d'être accessoire qui va faire qu'on est exclu, hein, c'est la catégorie dans laquelle on est inscrit à l'ORIAS. Ouais. C'est-à-dire Mhm. spontanément, ils rentrent dans le champ s'ils sont courtiers à titre accessoire, spontanément. Mhm. Mhm. D'accord. Sauf que le contrôle de l'association ne sera pas le même que pour un courtier classique, puisqu'ils ne seront pas assujettis aux 15 heures. Enfin, vous voyez, il n'y aura pas les mêmes choses à contrôler. Ouais. Et alors, toujours effectivement dans ce contrôle de l'association, ses pouvoirs par rapport à ce contrôle, vous avez donc parlé des 5 piliers de la réforme Oui. selon la Cour du Trésor, qui effectivement souhaite mieux encadrer les LPS. Mais une personne nous demande quand ces LPS sont à l'étranger, quels sont les pouvoirs de l'association? Aucun. Aucun.
On n'est plus dans C'est un le… Oui. texte français, comment vous… C'est aucun. Enfin, à ma connaissance, aucun. Mais encore une fois, est-ce qu'un décret ou un arrêté va sortir pour dire quelque chose? Mais c'est la difficulté. Et il y a même, pour être très clair, parce que la question n'est pas posée, mais il y a même discrimination concurrentielle entre les courtiers français et les autres courtiers de l'Union européenne, puisque les courtiers français vont être assujettis à l'obligation de s'inscrire dans une association, alors que dans l'Union européenne, il n'y a pas d'inscription à des associations pour l'ensemble des courtiers. Donc déjà, il y a un problème de discrimination concurrentielle. Et puis, bah, écoutez, on va prendre une dernière question qui est un petit peu plus opérationnelle. Un petit courtier nous interpelle sur l'obligation de conservation de l'intégralité des communications téléphoniques pendant 2 ans. Effectivement, quand on est une toute petite structure, comment fait-on et est-ce qu'on est soumis vraiment aux mêmes… Absolument les mêmes textes. Enfin, moi, ça me paraît ahurissant parce que je pars toujours de cette phrase qui est dans la façon d'exercer de la CPR qui dit qu'il y a un principe de proportionnalité. Sauf que là, il n'y a pas de principe de proportionnalité. J'ai même, je n'aime pas me moquer des gens quand ils sont pas en leur présence, mais enfin, même la députée Valéria Formition a dit oh, mais tout le monde a un téléphone enfin, j'allais dire sur son téléphone, c'est idiot, mais tout le monde a un enregistreur sur son téléphone portable. Enfin, 2 ans. J'ai trouvé ça tellement ridicule pour montrer que c'était hyper facile de conserver. Alors, en plus, pendant 2 ans, la fiabilité non, c'est n'importe quoi. Donc, en fait, oui, alors, malheureusement, pour le courtier qui pose la question, parce que j'ai une sensibilité business qui fait que je plains beaucoup les petits courtiers de cette amas de réglementation, même si c'est un peu mon métier. Malheureusement, ça s'applique à vous aussi. Et voilà, je ne peux rien dire d'autre. Bon, bah, écoutez Marie, encore un grand merci pour cette intervention. Nous avons passé 1h30 ensemble et encore une fois, vous avez été tout à fait clair et exhaustif sur le sujet. Je vous rappelle que Marie anime une formation pour l'assurance d'une matinée sur la réforme du courtage. Les prochaines sessions seront en 2022. Maintenant, nous arrivons en fin d'année et puis comme il ne se passe pas grand-chose, bon, vous avez vu que quand même, Marie avait beaucoup de choses à dire. Mais voilà, à partir de mars, elle reprend ses matinées de formation et on espère que d'ici là, il y aura des choses qui se seront passées et nous espérons vous accueillir nombreux à ce moment-là pour pouvoir décrypter cette fois-ci les décrets qui auront pu tomber entre-temps. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci encore Marie. Au revoir. Au revoir.